Tu sais, j'ai eu ça sur un plateau. Merci à tous. Ah, on a... Parce que la chaise... Je vois qu'on a les chaises qui couinent un peu. Hein. C'est pas très digital, c'est pas le thématique de la présentation. Pour tout suivre, n'oubliez pas de scanner le QR code pour suivre au mieux la conférence. J'ai le plaisir d'introduire et d'animer cette conférence sur le digital, un nouveau partenaire à l'international des entreprises. Conférence pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir 3 témoignages de solutions françaises susceptibles d'aider les entreprises françaises à l'international. Et donc je vais introduire Pierre Casanova de Content Square, Jean-Cédric Bécal de Trading et Christophe Renaud d'Inspecto. Alors pourquoi, comment le digital? On a vu qu'aujourd'hui le thème de Big c'était la métamorphose. Et effectivement, le métier de l'export se métamorphose, est en train d'évoluer. Comment il est en train d'évoluer? On l'a tous vécu. On a eu la crise Covid, tout d'un coup tout s'est arrêté net. Plus un seul voyage, plus rien. Le responsable export, il était cantonné dans son bureau, c'était pas son métier. Comment on a pu continuer à faire du business? Mais ça, c'est toute la résilience qu'on a pu avoir. Et cette résilience, on s'est vite débrouillé. On a fait du Teams, on a fait du Zoom, on a fait ceci, on a fait cela pour continuer son business. Mais finalement, après coup, on s'aperçoit que ce digital s'immisce de plus en plus dans la relation à l'international et dans un marché à l'export. Aujourd'hui, on sait animer des conférences à distance, des équipes. On peut piloter ses risques et ses devises par le digital. On sait couvrir des postes clients. On peut apporter du contenu, ajouter de la vidéo sur sa page web, du contenu riche, du contenu dense. Voilà, tous ces outils du digital viennent à la fois favoriser la lisibilité. Ils viennent également autoriser de nouveaux services enrichis pour le client et pour les entreprises. Ils permettent de renforcer la notion de confiance, parce que quand on est à distance, la problématique, c'est d'effectivement maintenir cette confiance avec les clients ou encore piloter son activité. Mais la question est effectivement de savoir quelle est la bonne solution, pourquoi. Donc BPI France a réalisé une étude que vous retrouverez sur le petit QR code qui se balade, qui identifie 120 solutions de la tech française qui permettent d'aider sur chaque problématique, que ce soit le marketing, la gestion financière, que ce soit l'humain ou encore la logistique, les problématiques des entreprises à l'international. Et aujourd'hui, donc, comme j'ai pu le dire, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre, Jean-Cédric et Christophe qui vont nous parler de leurs solutions, de leur expérience. Et donc, je vais introduire petit à petit chaque intervenant. On va commencer par Pierre. Donc, adresser le bon marché aux clients, c'est souvent la question. Bien cibler le marché, avoir un site qui corresponde aux attentes, voir un peu ses insights clients. Voilà la proposition de valeur de Content Square. Pierre, je te laisse nous parler un peu de ce que permet le marketing insight, notamment pour un déploiement à l'international pour une entreprise. Bien sûr, bon alors ça va pas être simple parce qu'en fait soit on parle à l'audience et les gens sont pas tous sur leurs applis, soit on parle fort dans le micro, j'espère que je casse les oreilles de personne, que ça sera à peu près équilibré. Mais déjà moi je voulais savoir un peu qui est-ce qu'il y avait en face là et j'aimerais savoir déjà qui c'est qui est entrepreneur. Super, déjà un bon 20%. Qui est-ce qui est patron d'une activité export ou patronne d'une activité export? Ok. Et qui est-ce qui est déjà présent à l'international? Et qui est-ce qui va y aller? Ok, très bien, très bien, très bien. Bon, ça permet d'avoir un peu de data, même si ce n'est pas statistique, sur à qui on parle. Bon, juste vraiment 30 secondes, Content Square, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est une start-up française qui a une dizaine d'années. On me fait toujours la remarque, tu ne peux plus t'appeler start-up quand vous êtes 1700. Désormais, tu as une scale-up. Ok, d'accord, donc on a une scale-up.
On est né en France, on est toujours présent en France, c'est le cœur de métier et c'est le cœur historique de l'entreprise. Et on a inventé il y a 10 ans une solution qui se branche sur un site web ou sur une appli et va capter les mouvements de la souris, les mouvements du doigt sur l'écran de manière complètement anonyme. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas un individu, c'est une population. Et à partir de ce que les gens font sur le net, est-ce qu'ils hésitent, est-ce qu'ils scrollent, est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils cliquent, est-ce que ça crée de l'engagement, on va pouvoir redire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et ce qu'il faut changer sur le site pour arriver à faire soit augmenter le taux de conversion si vous vendez en ligne, soit créer une meilleure expérience digitale. Et c'est une boîte que moi, quand j'ai rejoint à peu près il y a un peu plus de... Monsieur Atia, bonjour. C'est une boîte que j'ai rejointe il y a quasiment 7 ans, on était une cinquantaine de personnes et la boîte a énormément accéléré. Pourquoi? Parce que déjà c'est une solution qui marche et c'est une solution qui permet de traiter des vrais problèmes aujourd'hui, à savoir quand je suis en ligne, je ne sais pas forcément ce qui se passe sur mon site et j'ai besoin de mieux le comprendre, d'autant plus quand je suis à l'export. Parce que le premier point dont je voulais parler en quelques minutes, c'était que clairement le Covid a changé la donne en fait. On était dans un monde où quand on allait à l'export, c'était principalement physique. Et il fallait rencontrer les gens, il fallait créer ce lien. Et puis on s'est aperçu avec le Covid qu'on pouvait vendre à distance. Que même si on avait des Italiens, ils pouvaient vendre depuis la France, que désormais les gens font beaucoup de recherches en ligne avant d'acheter. Et même dans le B2B où normalement c'est un standard que de rencontrer les gens, on arrive à créer beaucoup plus de lead gen, beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de développement d'activité à travers le digital, à travers des sites. Maintenant on ne sait pas sur ces sites ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et évidemment, c'est encore plus évident dans le B2B, quand vous êtes Jumia, quand vous êtes évidemment des grosses boîtes comme Cdiscount, quand vous êtes des petites boîtes comme Akewatu, vous allez d'abord créer votre activité en France et puis à un moment, vous allez vouloir emmener ce site à l'export. Et là, encore une fois, le Covid a changé la donne parce que l'explosion du e-commerce fait que désormais, ça devient beaucoup plus rentable, beaucoup plus vite d'aller à l'export qu'avant, puisque désormais, évidemment, même si on est une marque pas forcément très connue, on peut accéder désormais sur des marchés à l'étranger avec des sites web à une vente en ligne qui décolle. Oui. Un des problèmes qu'on a tous, j'en suis persuadé à l'international, c'est cet équilibre entre comment est-ce que je protège mon core business, qui a probablement été d'habitude déployé dans un seul pays, et comment est-ce que je fais pour arriver à scaler à l'international sans compromettre ce que j'ai créé dans mon pays principal. Par exemple, si vous partez en Allemagne, comment est-ce que vous faites pour aller dans une dizaine de pays supplémentaires en le faisant à la fois en respectant les codes locaux et en même temps, évidemment, en protégeant votre business principal qui va peut-être rester l'Allemagne. Et là, je pense que c'est super intéressant de se rendre compte évidemment que en B2C en particulier, d'accord, the world is a village, mais un très très grand village avec des gens qui ont des habitudes extrêmement différentes et qu'on a énormément tendance à négliger. Le premier réflexe qu'on a tous quand on part à l'international, c'est j'ai mon offre, je vais bien voir, je vais probablement l'adapter un peu, je vais probablement la traduire et je vais voir ce qu'elle donne. On sait tous que c'est extrêmement limité comme approche et qu'il va falloir aller beaucoup plus loin dans l'adaptation de son offre aux besoins locaux pour arriver à faire ça. Et donc c'est là que Content Square intervient notamment dans le B2B mais aussi dans le B2C évidemment. C'est pour dire, si on est tous d'accord que des Allemands n'achètent pas pareil que des Italiens, qui n'achètent pas pareil que des Français, qui n'achètent pas pareil que des Japonais, qui n'achètent pas pareil que des Brésiliens ou des Brésiliennes, comment est-ce que je fais pour arriver à comprendre quelles sont les spécificités de ce marché-là, notamment en ligne ? C'est un point sur lequel nous on a fait beaucoup d'études, on a accompagné pas mal de boîtes là-dedans et l'exemple qui me vient en tête par exemple c'est Akewatu. C'est des boîtes qui quand ils vont aller à l'international vont avoir toujours cette séquence en 3 étapes. D'abord je traduis, après j'adapte et après je finis par avoir une offre réellement locale. Et ce qu'on appelle une offre réellement locale, c'est quand je suis par exemple sur mon site web ou sur mon appli, à avoir des check-outs qui vont être différents, une manière de shopper qui va être différente, une manière de parler aux gens qui va être différente. Et je ne vais pas simplement traduire des contenus, mais je vais aussi pouvoir mesurer, parce que c'est extrêmement important de toujours mesurer ces décisions-là, entre ma datasheet d'un produit que je vends en France et la datasheet de ce même produit que je vends à l'export. Qu'est-ce qui fait qui intéresse les gens ou qui ne les intéresse pas en définitive ? C'est là que nous, on intervient beaucoup parce que quand vous le faites en physique, vous avez la réaction de vos clients. Mais quand vous voulez le faire en digital, et désormais c'est absolument nécessaire parce que c'est beaucoup moins coûteux de le faire et ça permet de tester des marchés beaucoup plus facilement, comment est-ce que vous allez mesurer que les contenus que vous mettez en ligne sont adaptés à vos marchés locaux ? Ça achète pas ? Ça télécharge la brochure ou ça la télécharge pas ? C'est assez pauvre. Et même si ça vous permet de constater ce qui se passe, ça ne vous dira pas comment faire mieux.
Et donc il vous faut des outils qui vous expliquent là où les gens accrochent, là où les gens accrochent pas, et comment est-ce qu'on peut désormais mettre ça en œuvre de manière un peu différenciée pour qu'encore une fois, on ne se contente pas simplement d'une banale initiative à l'export qui devient simplement un dada ou un volant de développement supplémentaire à son marché principal, mais qui peut réellement devenir le cœur d'une stratégie. Et ça me permet de revenir sur un point qui à mon avis, est important. Je vérifie dans mes notes. C'était encore cet arbitrage entre le central et le local. Et évidemment que c'est un point sur lequel on sait qu'on peut être extrêmement consommateur en ressources. On accompagne des sociétés qui sont extrêmement dans l'approche locale et qui se retrouvent rapidement avec une dizaine d'offres ou une dizaine d'équipes export, parfois un country manager simplement basé en France mais qui gère des pays à distance. Et évidemment avec une explosion des coûts qui va évidemment leur apporter du chiffre d'affaires de manière relativement saine, parce qu'évidemment il y a une forte adaptation de l'offre, mais en même temps qui empêche la scalabilité au centre. Pourquoi? Parce qu'on aimerait tout avoir 95% de commun et 5% de local. Et donc, c'est un des arbitrages que vous allez devoir faire dans votre vie d'entrepreneur ou de développement d'offres à l'export, c'est qu'est-ce que j'adapte, qu'est-ce que j'adapte pas, et comment est-ce que je crée de la masse au centre, comment est-ce que je crée un tronc commun fort au niveau des équipes, au niveau des sites, au niveau des offres, et en même temps, qu'est-ce que je décide de localiser. Et c'est là que la data est importante et qu'au-delà de nos expériences qu'on connaît tous sur certains pays sur lesquels on a déjà exporté, on peut probablement faire la différence. Bon, conclusion, moi ce que je voulais dire, c'est que ça c'est bien sur le digital, mais à la fin qu'on vende des produits ou qu'on vende des services, il faut délivrer. Et c'est là évidemment qu'avoir un très joli site et une bonne compréhension, c'est pas suffisant, et que si derrière on a une logistique pourrie et qu'on n'est pas capable de livrer ces produits, eh ben on a fait tout ça pour rien. Ça nous permet de revenir dans le monde physique. Merci infiniment Pierre. Effectivement, adapter l'offre, ça c'est l'une des premières règles à l'international, c'est d'avoir la bonne offre au bon marché. Un des deuxièmes freins qui nous sont remontés des entrepreneurs, et je ne l'invente pas, c'est se faire payer. On ne va pas à l'international parce qu'on a peur de se faire payer. La question, c'est est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on n'est pas allé chercher les infos? Et pour effectivement aller chercher ces infos, Jean-Cédric voilà, va nous indiquer comment aujourd'hui les solutions qui existent au travers du digital permettent de disposer d'une information fiable sur ses clients, sur ses prospects et peut-être éventuellement adapter ses délais de paiement, son offre. Jean-Cédric, c'est à toi. Bien, merci Sébastien. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que c'est un peu particulier comme mode de communication. Donc, je suis Jean-Cédric Beccat, je suis le fondateur de Tradin. Tradin est une fintech, encore start-up puisqu'elle a été créée en 2018. Nous sommes une start-up qui avons créé un modèle innovant et structurant de notation en temps réel des comportements de paiement des entreprises. Alors quand on dit qu'on fait de l'export, on va à la conquête du monde, mais on va à la conquête de clients. Et ces clients représentent des risques pour tout exportateur. Donc en fait, la question c'est comment on arrive à contourner les problématiques ou les freins à l'export par la data et par l'innovation et par le digital. On a recensé depuis 4 ans, aujourd'hui que nous sommes en activité, les enjeux auxquels sont confrontés les exportateurs. Notamment l'information, l'accès à l'information sur vos contreparties. Puisque gagner un client c'est bien, un client qui paye c'est mieux. Donc quand vous allez à l'étranger, vous avez un risque sur la contrepartie à laquelle vous allez travailler. Et donc l'entreprise a besoin de s'informer et collecter des informations. Et lorsqu'elle trouve les informations, il faut encore que ces informations soient actualisées. Et donc ici, vous avez les enjeux que vous allez rencontrer. Il faut rencontrer notamment sur l'accès à l'information qui vont vous permettre de décider si vous allez travailler avec une contrepartie. Le premier enjeu de base, c'est le coût de l'information, puisque ces informations sont éparses et coûtent de l'argent. Les données sont réparties sur plusieurs sources d'informations. Donc en fait, l'entreprise se retrouve isolée sur un monde où elle doit identifier la bonne information, l'information à jour, vers qui elle doit se tourner, combien ça coûte. Et donc vous êtes complètement isolé, même s'il y a des acteurs comme BPI qui accompagnent. Et donc l'enjeu, c'est de se dire comment la technologie peut accompagner les entreprises françaises à être des champions à l'export en ayant la bonne information en temps réel pour savoir avec quel acteur elles vont travailler à l'export. Et c'est là où on arrive. Parce qu'on a créé, on détient aujourd'hui un brevet qui nous permet de collecter en temps réel des millions d'informations qui vous permet de vous dire en temps réel dans combien de temps votre client à l'autre bout du monde va mettre pour payer sa facture et quand est-ce qu'il va la payer. Et l'impact de ça dans votre trésorerie. C'est un nouveau monde parce que vous êtes capable de choisir au mieux votre client, qu'il soit en Chine, au Brésil, partout dans le monde avec de l'information actualisée. Et donc sur la base de nos technologies, aujourd'hui, je mets l'accent sur 2 produits qui me semblent importants pour vous quand vous allez faire de l'export. Vous avez des commerciaux qui vont faire de la prospection.
On a un produit par exemple qui s'appelle Trade Insight, ça veut dire que vos commerciaux, où qu'ils soient, sur une application mobile ou web, sur leur téléphone en fait, peuvent rentrer la raison sociale d'une entreprise, son identifiant local, et avoir en 2 clics sa cartographie de risque. C'est-à-dire qu'on va être capable de vous dire, cette entreprise paye généralement ses clients ou va vous payer en 15 jours, ou à 30 jours de retard, à 60 jours de retard. Quelles sont les données financières disponibles? Ça veut dire que vous avez une information actualisée en temps réel qui vous évite d'aller partout pour récupérer de l'information. Et en plus, ce qui est important, c'est que comme on a des sources qui viennent de différents acteurs que sont les fournisseurs d'informations, les assureurs crédit, ça veut dire que vous savez en temps réel si un assureur crédit est capable de prendre du risque sur un débiteur. Et ça change tout parce que vous n'avez plus besoin de partir sur Internet, aller poser des questions à votre banquier, vous avez la bonne information au bon moment. Avec le Covid, vous avez un aspect réglementaire qui s'accélère. Ça veut dire que vous avez des problématiques de conformité. Quand vous êtes un grand groupe en France, vous avez des lois anti-corruption comme la loi Sapin. Vous avez un outil aujourd'hui qui s'appelle Trading Conformité, qu'on a développé avec une grande banque française pendant 1 an, qui vous permet d'avoir une cartographie de risque de vos contreparties à l'étranger en temps réel. Ça veut dire qu'on va regarder le risque, les expositions ESG, la conformité financière, les données financières sur l'entreprise, le risque climatique. Ça veut dire que vous avez une cartographie qui vous dit est-ce que vous devez rentrer en relation ou pas avec cette contrepartie. Vous pouvez sortir des rapports ESG en temps réel et donc gagner du temps. Et donc l'idée aujourd'hui, quand j'écoutais l'allocution tout à l'heure sur la métamorphose, c'est comment on métamorphose la dynamique de l'export des entreprises françaises en leur donnant des outils digitaux pour être les champions. Aujourd'hui, on est invité partout dans le monde pour accompagner d'autres pays dans leur prospection internationale. Donc nous, ce qu'on dit, nous sommes une start-up française qui avons créé une technologie qui vous donne les outils pour choisir les enjeux, les marchés, les acteurs avec lesquels vous allez travailler demain à portée de main. Et donc, évidemment, on a des résultats parce qu'on fait ça depuis quasiment 4 ans. Sur le Trade Insight, on a plus de 6000 entreprises en France qui utilisent cette technologie et qui vont à l'export avec cette technologie aujourd'hui. Et on a des résultats, on a des améliorations du DSO, c'est-à-dire que le délai moyen de paiement s'améliore. La satisfaction client aussi, parce qu'en fait, on évite les erreurs clients. Les relances, parce que l'outil va aussi gérer votre relation client et donc adapter des relances à vos clients par rapport à leur profil de risque. Donc il n'y a plus l'erreur de la facture qui a été envoyée à monsieur, madame Michoub, alors que ça aurait été madame, j'en sais rien. Et donc en fait, on accompagne réellement sur la digitalisation. Il faut vous dire une chose, c'est que l'enjeu de la digitalisation, c'est en fait changer et optimiser le process client, l'acquisition client, pour que vous ayez des éléments qui permettent de gagner du temps et d'optimiser vos coûts. Parce qu'en fait, les data ont des coûts, les process ont des coûts, les outils ont l'outil, et là vous avez un seul outil qui vous permet de tout faire et d'être outillé pour être les champions de demain à l'export. Donc vous avez la possibilité sur notre site, c'est que vous pouvez tester pendant 1 mois gratuitement cet outil et comprendre qu'aujourd'hui vous avez la digitalisation pour vous accompagner à des champions et donc vous n'aurez plus d'excuses demain pour être les champions à l'international grâce à Trading. Je vous remercie. Voilà. Merci Jean-Cédric. Alors, on a vu effectivement tout l'aspect au départ, marketing, adresser la bonne offre. On a vu le point clé, on positionne l'offre, on se fait payer. Mais au bout du bout, cette offre, elle finit par arriver quelque part. Elle finit par arriver chez un client qui va avoir des exigences, qui va avoir des notions et des demandes particulières. Parfois, il y a des points de paiement qui sont liés à une vérification. Cette inspection, cette supply chain, aussi se digitalise. Et donc, Christophe va nous témoigner de son expérience. Alors Christophe, on se connaît depuis longtemps. Il a été responsable d'export, donc il les a connus, tous ces écueils. Et de fort de ces écueils-là, il a développé une solution, Factolinks, pardon, je ne l'ai même pas, proposée par la société Inspecto. Christophe, c'est à toi. Merci Sébastien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Juste un petit check également comme a fait Pierre. J'aimerais savoir dans l'audience qui fait de l'inspection, de l'audit, du contrôle ou dans ses process de supply chain à ce genre d'activité. Vous entendez pas? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je peux parler plus fort, mais ça suffit là? C'est bon? D'accord, très bien. Donc je voulais faire un petit check comme Pierre l'a fait tout à l'heure. Je voulais savoir qui, dans l'audience, travaille dans le domaine de la supply chain avec des inspections, des contrôles, des audits de qualité à faire, des vérifications d'équipements. Voilà. Vous? Ok.
Bon, ça se produit, à part les gens qui sont dans la finance ou dans les métiers de service où il y a peu de choses comme ça. Dans les métiers traditionnels où il y a des biens, des choses qui voyagent, qui se déplacent ou qui sont à fabriquer, on se retrouve très très souvent avec des besoins de faire de l'inspection. Donc moi, je suis né à Belfort. Je ne sais pas si vous connaissez Belfort, une petite ville de l'Est de la France. C'est fantastique, ça c'est rare que quelqu'un connaisse Belfort. Quand on est à Belfort, on a le choix entre Alstom et Peugeot, en gros. Hein, donc, moi, c'était Alstom. Et je suis parti bosser dans le domaine des centrales électriques. Donc, j'étais chef de zone d'abord sur le Moyen-Orient, où j'ai passé 6 ans pour Alstom pour créer la partie service après-vente sur les centrales électriques. Je suis parti ensuite en Chine, début des années 2000, quand c'était la mode, tout le monde partait en Chine. Donc Alstom est allé faire la même chose là-bas et j'ai créé le service après-vente sur les centrales électriques avec le nucléaire, entre autres, en point d'orgue, les centrales de Dayabé, Lingao. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est les grosses centrales dans lesquelles EDF est coactionnaire. Et puis je suis revenu en 2015 en Europe et pour des raisons familiales, j'avais une fille qui avait besoin d'une bonne école parce qu'elle est dyslexique et puis en étant en Chine, comme on habitait à Hong Kong, la pauvre, elle avait l'anglais à l'école, elle avait le français à la maison, elle avait le mandarin obligatoire à l'école et le cantonais dans la rue. Donc elle patinait un peu, alors on a pris la décision de rentrer en France pour ça. Et quand on est revenu en France, j'ai un vieux copain d'Abu Dhabi qui m'appelle et qui me dit « Christophe, on est en train de reprendre une société en Italie, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Mutares, qui a racheté la paire récemment, vous avez peut-être suivi l'actualité. Et il me dit « On aurait besoin de toi parce qu'un des clients principaux, c'est EDF. » J'ai dit « Ok, EDF, moi je connais bien. » Donc j'ai fait partie de l'aventure, on a redressé une première société en Italie, une deuxième, une troisième, et puis tout se passait bien. EDF, qui était notre gros client pour les centrales nucléaires, entre autres de Belleville, un jour, doit envoyer un expert pour valider une fabrication qu'on faisait sur site. Et là, Covid. Donc l'expert coincé à Paris. Nous, dans l'usine, les premiers jours, vous vous souvenez que c'était la panique et que le Covid est né en Europe, en tout cas, c'était à Milan que c'était le point le plus chaud. Donc tout le monde était gelé, coincé, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Un jour passe, 2 jours passent, j'appelle mes homologues d'EDF et je leur dis il faut qu'on trouve une solution. Donc la solution, Microsoft Teams. Ok. On essaye de faire une inspection avec Microsoft Teams et on fait un truc qui est vraiment pas terrible. On était en train d'inspecter des soudures, l'inspecteur était du coup à son bureau derrière son ordinateur, nous on était avec le téléphone portable en train de montrer les soudures. Pas top, mais on valide. Ne vous inquiétez pas, c'est safe, ça avait été bien fait. Hein. On valide le truc à distance. Et on se dit le soir avec mes collègues, directeur technique, directeur commercial, mais c'est pas possible, ça fait 50 ans qu'on a mis un homme sur la Lune. Et là, il y a un inspecteur qui ne peut pas se déplacer, on est coincé. On a 50 personnes qui ne peuvent pas bosser dans l'usine et ça dure et on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc l'idée est née comme ça, de se dire mais de quoi on aurait besoin? Alors on a mis en place une petite checklist, toutes les briques technologiques dont on a besoin pour faire ce genre d'outils. On l'a montré à un de nos clients, donc on a fait un POC. Proof of Concept, donc c'est une application qui sans les fonctionnalités mais qui permet déjà de se donner un peu une idée de ce à quoi ça va ressembler. On l'a montré à Baker Hughes, qui est un client américain qui fabrique des gros systèmes d'aspiration pour les turbines à gaz. Et puis il nous dit mais monsieur Renault, on a 30 usines dans le monde, on n'a pas 2 usines qui travaillent de la même façon. On n'a jamais assez d'inspecteurs, on doit les envoyer, ils perdent un temps fou dans l'avion, on n'a jamais les rapports à temps parce que les photos sont sur le téléphone de Pierre, mais c'est Jacques qui doit faire le rapport. On n'en sort pas, donc faites-nous un truc comme ça et on sera vos premiers clients. Donc on a travaillé avec mes 2 collègues sur ce logiciel, on a développé, bon j'ai la chance d'habiter à côté de Sofia Antipolis, donc il y a des bonnes équipes de développement dans le sud, et on a sorti une version de... Je suis désolé, il faut que je regarde mes notes hein, parce que la mémoire s'en va. Et on a sorti une version avec quelques fonctionnalités qui permettent de faire du contrôle à distance, d'inspection à distance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on a une personne qui est derrière son ordinateur, l'inspecteur, il n'a pas forcément besoin de bouger. Et de l'autre côté, dans une usine, sur un site, en train de faire une installation, on a un opérateur qui, lui, avec son téléphone portable ou une tablette, va montrer les parties qu'il faut inspecter. Et derrière, on a mis toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Donc on a mis suivi de projet partagé, on a mis l'inspection, l'audit, le contrôle, donc solo ou à distance. Et en live avec un système de vidéoconférence, le suivi des non-conformités, la rédaction des rapports de façon automatique, et j'en passe. Et quelque part, je rejoins Sébastien sur l'aspect métamorphose et BPI sur l'aspect métamorphose, parce que là, on a basculé quelque part d'un monde physique à un monde digitalisé, dématérialisé. Et moi, j'ai basculé de la vieille mécanique traditionnelle dans le monde du digital, parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de quitter la société italienne, de fonder Inspecto, et puis de développer ce logiciel à temps plein. Donc aujourd'hui, on est 5 personnes à l'intérieur d'Inspecto, on travaille avec des équipes externes de développeurs, et puis on fournit nos solutions à beaucoup d'industries différentes. Donc la première, c'est bien sûr
l'industrie de la mécanique, des grosses centrales électriques, des fabrications industrielles. Et puis il y a d'autres métiers qui sont attirés également par notre technologie, c'est la pharmacie. Parce qu'encore une fois, dans la pharmacie, il y a énormément de contrôle. Les labos, les usines pharma. Donc voilà, 2021, on a consacré cette année au développement. 2022, on fait la commercialisation. Nos 3 premiers clients étaient italiens parce que bon, on travaille en Italie, c'était un petit peu plus facile de les avoir. Mais pour vous donner une idée, le premier s'appelle Baglioni. C'est une boîte familiale de 1500 personnes. Ils sont basés à côté de Milan. Ils ont une usine dans les Pouilles, donc dans le sud, une usine en Italie, aux États-Unis et une en Chine. Et ben, ils utilisent l'outil pour faire toute leur coordination interne, leur suivi de projet, leur suivi de qualité en interne. Il y a un système de tableau de bord dans l'outil qui permet de savoir combien on a de projets, combien on a de non-conformités, de partager en temps réel avec toutes les personnes, qu'elles soient en Chine, aux États-Unis, en Europe, toute l'information. Et de faire derrière de la statistique. Alors ça, c'est l'exemple intéressant et c'est ce que nous permet de faire le digital aujourd'hui. Plus on a de données et plus on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Donc avec la partie machine learning, on arrive à faire un déroulé de ce qu'on a pris en non-conformité, savoir à quoi c'est dû. Il y a 20% de problèmes qui sont liés à des soudures, par exemple. 30% qui sont liés à un fournisseur X ou Y. Et puis on peut aussi faire du prédictif. C'est-à-dire quand on se rend compte qu'on a eu une non-conformité et qu'il y a eu un événement A, un événement B, et l'événement C, c'était cette non-conformité. On peut faire apprendre à la machine cette séquence pour que la prochaine fois, quand elle voit un A et un B qui se présentent, elle lève un petit drapeau et dit attention, non-conformité potentielle. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Et on a mis en plus le blockchain pour que tous les rapports, alors vous savez, quand on bosse dans la pharma ou dans le nucléaire, c'est d'autant plus important. Un rapport, une fois qu'il est fait, il a été finalisé avec notre logiciel, on clique dessus, il est blockchainé. C'est-à-dire que quiconque derrière viendra l'ouvrir, essayer de le modifier, ça se verra. Alors, je vous fais une petite anecdote sur Flamanville. Vous connaissez peut-être cette centrale mythique et chaotique. Flamanville, c'est un projet de centrale nucléaire sur l'Atlantique. Ça devait être fait en 3 ans et coûter 3 à 4 milliards d'euros. On en est à 10 ans et à 12 milliards d'euros. Et pourquoi? Parce que, en grande partie, il y a des problèmes qui ont été liés à des inspections, qui ont été mal faites, qui ont détecté des problèmes, qui n'ont pas été résolus à temps. Il y en a un que je peux vous décrire parce qu'il est de notoriété publique et EDF l'a annoncé. Il y a une pièce de forge qui devait être faite au Creusot, qui a été faite au Creusot et qui était hors tolérance. Et il y a un inspecteur qui a pensé que l'hors tolérance n'était pas très loin. Donc ils ont dit c'est pas grave, on va mettre un petit coup de Tipex sur le PDF et puis on va dire que c'est bon. C'est arrivé sur site, ça a été installé, ça a été découvert par l'autorité de la sûreté nucléaire, ils ont refusé la pièce. 2 ans de retard, 2 milliards de coûts supplémentaires. Voilà, tout ça pour ça. Et avec le digital et les solutions qu'on propose aujourd'hui, et le blockchain entre autres, c'est plus possible. C'est-à-dire que s'il y a un dossier, un document qui a été tripoté quelque part, on va le voir. Donc l'aspect sécurité, c'est important. L'aspect pas stabilité, l'aspect continuité, c'est important. Et bien sûr, les points qu'on voit ici sur le tableau, c'est réduction des déplacements et des coûts. L'idée, c'est pas de dire qu'on peut éviter 100% des déplacements et qu'il ne faut pas que les inspecteurs bougent. Non, c'est dire, déjà, on n'a pas assez d'inspecteurs à la base. Donc, concentrons les inspecteurs sur les inspections qui sont les plus importantes, les contrôles, les audits qui sont clés. Et pour le reste, on le fait à distance avec un outil comme celui qu'on a découvert, qu'on a inventé, qui s'appelle Factolinx. On fait ça. La beauté, c'est qu'on peut faire encore plus d'inspections que ce qu'on ferait en temps normal. Si vous devez envoyer un inspecteur en Chine, vous n'allez pas l'envoyer tous les jours, on va l'envoyer une fois par mois. Et qu'est-ce qui se passe entre 2 inspections? On ne sait pas trop. Les Chinois ont travaillé, ils ont bien travaillé, ils ont moins bien travaillé, on ne sait pas. Avec l'outil Factolinx, on peut faire une inspection tous les jours. On fait un petit suivi. Mais on garde l'inspecteur quand c'est super utile, super important qu'il y a, parce que c'est une opération critique. Alors c'est un logiciel qui, en plus, en évitant les déplacements, permet de réduire les émissions de CO2. On a fait une petite statistique sur des projets comme ceux qu'on faisait avec EDF. Il y a une dizaine d'inspecteurs qualité dans le département. Sur une année, ça fait 160 tonnes de CO2 qui sont émis. On estime qu'on peut réduire au moins de moitié les déplacements. Ça veut dire qu'on économise l'émission de 80 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Le logiciel est immédiatement possible à mettre en fonction. Il n'y a besoin de rien. Il faut un ordinateur d'un côté et de l'autre une tablette ou un téléphone portable. Rien. Pas de hardware, rien de spécifique. Donc très facile. Les abonnements, en fonction de la taille de la société, entre 200 € par mois et 1000 € par mois. Donc encore une fois, très abordable. Ça, c'est remboursé au premier déplacement qu'on peut éviter quelque part. Parce qu'on sait que quand on déplace un inspecteur, on est plutôt sur les 1000 € par jour de déplacement. Donc là, la première fois qu'on va utiliser la solution, elle est amortie. Voilà, je crois qu'en conclusion, 18 mois après le début de la société, on vient de faire une petite levée de fonds avec 6 investisseurs.
Et puis on attaque le développement à l'international. Alors l'Italie, vous me direz, c'était déjà l'international, mais moi je considère que c'est joué à domicile pour moi l'Italie. Donc on va regarder la Suisse, on va regarder l'Allemagne, parce que c'est des vrais pays industriels. La Suisse, oui, principalement l'Allemagne, mais la Suisse aussi est en principal, particulièrement pour la partie pharma. Pardon. Et puis nous lançons le recrutement de 3 personnes. On va un développeur full stack et 2 vendeurs. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, je vous remercie. Et puis je me tiens à votre disposition pour les commentaires. Merci. Merci Christophe. Merci à tous les 3. Un grand merci à tous les 3. Alors il est vrai, on a pu voir 3 exemples de sociétés du digital, 3 tailles différentes. Et on souhaite vivement à tout le monde la même taille que Content Square et à Content Square de grossir encore. Parce que oui, on a des idées, on a des solutions, le digital apporte des choses. Et moi ce que je retiens des 3 interventions en guise de conclusion, actionner le levier du digital, c'est gagner du temps, c'est maîtriser ses risques, c'est optimiser ses coûts. Et tout ça, quand on va à l'international, c'est primordial. Donc oui, le digital est une solution. Et ce qu'on a pu voir aussi, en évitant tous ces déplacements, on devient plus vertueux. Et demain, l'enjeu climatique auquel on doit faire face, c'est aussi être un peu plus frugal sur les déplacements. Donc le digital est la réponse, et plus que jamais, le digital, c'est le partenaire futur de l'international des entreprises, parce qu'en plus, ce sont des solutions plug and play. On les prend, on les utilise. On n'a pas forcément besoin de l'appréhender, de le monter, de le structurer. Voilà, il existe ces solutions sur étagère. On peut les prendre et on va gagner du temps. Et utiliser le digital pour vos démarches, vos déploiements à l'international. Si vous voulez un feedback de toutes des 120 solutions qu'on a identifiées, je vous invite à télécharger le QR code qui est présent et vous aurez ainsi accès à cette étude-là qui est assez complète, qu'on a pu faire en partenariat avec KPMG. Voilà, y a-t-il des questions ? Et juste dire que c'est possible, parce qu'on fait désormais 76% de notre chiffre d'affaires à l'export. Au point parfois que les gens nous demandent si on est encore une société française. Oui, on peut faire 76% de son chiffre d'affaires à l'export et rester français. Et c'est super de voir que les boîtes françaises s'exportent. Bonjour. J'avais une question au sujet des ressources. Je vais parler fort, c'est pas grave. N'importe. J'avais une question au sujet des ressources humaines. Quand vous partez à l'international, vous recrutez dans le pays, vous recrutez chez vous des gens qui sont bilingues, vous faites un peu les deux, vous travaillez avec des partenaires locaux. Concrètement, c'est quoi moi, j'ai travaillé pendant 15 ans à l'international, au Moyen-Orient, en Chine, comme vous l'avez compris. Et pour moi, si on veut bien travailler à l'international, il faut être local, avec des ressources locales, des gens du pays qui comprennent la culture du pays. C'est indispensable. Donc, je sais que nous, on est en train de rechercher aujourd'hui pour développer le marché en Italie, en Suisse, en Allemagne et plus tard aux États-Unis. On prendra un Italien, un Suisse, un Allemand, un Américain. Ok. Voilà. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est que je pense qu'on peut baser ces ressources-là en France dans un premier temps, quitte derrière à les implanter en pays dans un deuxième temps. Désormais, on a une possibilité, à travers les programmes Erasmus et puis la capacité des gens à voyager, d'avoir des gens qui, même en début de carrière, ont un niveau d'anglais suffisamment élevé pour arriver à travailler même dans une entreprise française. Et surtout, on trouve des gens de plein de nationalités disponibles sur le marché français pour commencer ses activités export ici, voyager et puis derrière tester une implantation locale. Alors nous pour l'export, en fait, notre marché est global en fait. Donc from scratch, quand on a recruté nos collaborateurs, la langue de travail c'est l'anglais. Donc déjà, on est déjà préparé à l'international de l'intérieur. Et en fait, on aborde l'internationalisation de manière opportuniste où en fait, aujourd'hui, on s'implante en Allemagne. Donc on a un partenaire local en Allemagne qui commence déjà à défricher le terrain avant d'investir. Donc on est en train de travailler avec des partenaires locaux pour pouvoir lancer du business, pour justifier des investissements. On fait ça en Allemagne, on fait ça au UK, on fait ça aux États-Unis aussi. Donc, par exemple, en Allemagne, il faut avoir un Allemand qui parle allemand pour travailler avec des Allemands. Donc, on vous impose cela, mais pour éviter d'avancer de l'argent ou d'investir sans avoir un retour d'investissement à court terme, on travaille avec des acteurs d'intermédiaires locaux et ensuite, on va pouvoir justifier des investissements. Mais déjà, dans l'organisation de l'entreprise, on a pris des collaborateurs dans la langue qui parlent français et anglais
Donc déjà, on peut développer depuis la France. Et ensuite, dans tous les pays où on va, on prend un acteur local qui nous aide à entrer sur le marché. Et ensuite, on va justifier des investissements en recrutant des personnes en local. Y a-t-il d'autres questions? C'est une question pour Content Square. Justement, je voulais savoir très concrètement comment est-ce que vous pouvez aider une entreprise française, par exemple, à s'installer aux États-Unis. Est-ce que vous faites un audit et vous les conseillez sur la meilleure stratégie pour s'implanter dans le pays? Ou est-ce que en fait, vous partez, moi par exemple, je fais directement la demande de ce dont j'ai besoin pour m'installer dans le pays? Comment ça fonctionne? B2B ou B2C? Bon, déjà, si on peut partager notre expérience d'implantation aux États-Unis, c'est volontiers qu'on le fera. On a maintenant quasiment 200 personnes là-bas et ça représente à peu près 40% du chiffre d'affaires de la boîte. Ça a consommé aussi beaucoup de fonds. Merci à BPI qui nous a aidés dans le développement. Parce que clairement, sans eux, on n'aurait pas pu avoir cette accélération à l'international. Après, sur le développement aux États-Unis, c'est un marché qui est tellement vaste et tellement particulier que ça vaut le coup de s'asseoir tranquillement pour en discuter. Je pense qu'il y a un attrait pour les produits français essentiellement lié à la fascination qu'ils peuvent avoir pour des produits dans certains secteurs d'activité là-bas. Maintenant, encore une fois, adapter son offre, c'est extrêmement important. On voit le printemps qui redébarque aux États-Unis aujourd'hui. Ils le font avec une offre française, mais des équipes américaines. Donc ça va être à chaque fois souvent un schéma mix qui consiste à garder le côté français qui fait le cœur de l'offre, mais en même temps l'adapter à son marché local. Nous, on ne fait pas d'études de conseil, mais par contre, un logiciel qui se branche sur les sites pour les aider justement à comprendre ce qu'il faut adapter sur le marché local pour que ça marche mieux. Y a-t-il d'autres questions? On peut aller boire un coup? De toute façon, on arrive au terme de notre session. Un grand merci à tous les trois. Merci à vous. Merci à tous. Et à très bientôt.